Salut Jacques. Hey Marc-André, comment ça va? Ça va bien, tu m'entends? Moi, je t'entends correct. Toi, tu m'entends correct? Yes, pretty good. Qu'est-ce que tu bois? Je bois un latte que je m'ai fait parce que j'ai commencé de bonne heure un matin puis je voulais avoir un peu plus de brain pour te parler. Aujourd'hui, à You ce que t'es rendu, l'artiste multidisciplinaire Jacques Gautreau. Originaire et vivant depuis toujours à Moncton, Jacques Gautreau est actuellement producteur au studio de la francophonie canadienne Acadie de l'Office national du film. Plusieurs se rappelleront de lui comme membre des Méchants Macros ou encore comme faisant partie des orchestres maison de plusieurs émissions de Radio-Canada Acadie. Jacques Gautreau a une passion pour les nouvelles technologies. En ce moment, il met de l'avant la réalité virtuelle pour le projet L'École des océans de l'ONF. Jacques était aussi l'homme derrière plusieurs spectacles à grand déploiement tels que Le Violon Fantastique, Tracadie Story et Pages d'Amérique. Dans son entretien avec Marc-André Leblanc, Jacques revient sur sa carrière et plusieurs de ses grands projets tout en s'ouvrant sur une large gamme de sujets dont l'assistance médicale à mourir ou encore les NFT, ce nouveau moyen technologique de vendre de l'art dans le monde numérique et de la crypto-monnaie. Jacques, comment est-ce que tu te décris? Parce que tu as tout fait. Des fois, je me demandais si c'était pas plus simple de parler avec toi des choses que tu n'avais pas fait. Ah, ben c'est... oui, des fois. Écoute, j'ai fait l'émission à Sam, il y a Manuel, puis lui a dit multidisciplinaire, puis moi, j'ai répondu, ben c'est plus gentil de dire multidisciplinaire que pas capable de se décider. C'est ça. Mais je pense que c'est le résultat de travailler dans une communauté où il y avait plein d'opportunités si tu étais courageux ou fou assez d'entreprendre des choses. Ça fait comme je suis ces deux choses-là. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'avais envie puis que c'était possible. Puis j'avais des gens autour de moi qui semblaient vouloir embarquer dans ces aventures-là avec moi. Ça fait... je suis allé à une conférence à Milwaukee il y a peut-être 7 ou 8 ans qui s'appelait Instant, qui était au sujet de... Ça ramassait des gens en Amérique du Nord qui travaillent dans le domaine de la projection puis de l'installation puis tout ça artistique. Puis il y a un gars qui a donné une conférence puis qui a expliqué qu'est-ce qu'il faisait. Puis à la fin, il dit, moi, je suis un généraliste. Puis depuis ce temps-là, j'utilise des fois ce terme-là parce que je connais un petit peu à propos de beaucoup de choses. Puis la façon que j'ai tendance à m'en servir, ben, c'est que je suis capable, je pense, avoir des bonnes conversations avec une large quantité de gens puis essayer de rassembler leurs idées ou de synthétiser leurs idées. Ça fait, dernièrement, généraliste, c'est comme ça que quand j'ai besoin d'un mot, je prends celui-là. Je présume que tu étais comme ça tant jeune? Oui, écoute, quand j'étais jeune, je jouais du hockey, je jouais du piano. Mes parents étaient super supportifs de tout ce qu'on avait envie d'essayer. J'avais cette curiosité intellectuelle-là. Puis sûr, moi, j'ai grandi avec une mère institutrice qui a enseigné la grade 1 pendant 35 ans. Ça fait, j'ai arrivé à l'école puis j'avais comme pas mal fait mon grade 1 à la maison, tu sais, parce que c'est ma mère qui m'avait élevé. J'ai toujours, souvent à l'école, j'avais besoin d'être motivé de différentes façons au-delà de ce qui m'était présenté. Puis j'ai été chanceux d'avoir des professeurs au courant de mon éducation qui me donnaient justement ce genre de défis-là. Ça fait, je me souviens en grade 4 ou 5, ma prof de musique m'a dit, écoute, ben, tu sais déjà toi comment jouer de la flûte puis faire ces affaires-là. Pourquoi tu n'écris pas une chanson? J'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça, mais parce qu'un adulte que je connaissais puis que j'admirais me disait, t'es peut-être capable de faire ça, ben, tu vas puis tu l'essayes, tu sais. C'était-tu normal à l'époque d'avoir cette liberté-là ou que tu étais juste vraiment chanceux, que tu avais des parents comme ça, que tu as tombé sur des profs comme ça? Ben, ils n'étaient pas tous de même, les profs. Il y en a qui étaient plus ouverts à ça. C'est sûr que j'ai passé les 7 premières années de mon éducation dans l'école où ma mère enseignait. Ça a un certain impact parce que les professeurs que j'ai eus me connaissaient comme élève, mais me connaissaient aussi comme le fils à Janine. Donc, il y avait comme peut-être plus de background sur moi. Puis certains, je pense, reconnaissaient que peut-être j'avais besoin d'être motivé autrement.
puis me donnait toutes sortes de possibilités ou de défis. Ça ne veut pas dire que j'ai pas trouvé ça plate par bout, là, mais certains profs, là, je pense à Mme Marielle, qui était excellente de ce côté-là, puis Mme Thériault, qui était comme trouvait des façons de me donner des défis intellectuels qui ont eu du bénéfice, qui m'ont appris que la curiosité intellectuelle, c'est une bonne chose. Mm-hmm. Tu as grandi à Moncton. Tu es toujours à Moncton. C'est ta ville? J'ai vraiment vécu ailleurs, moi, honnêtement. Hein? Je suis allé par bout. J'ai beaucoup voyagé aussi dans le contexte de ma carrière musicale, tout ça, mais vivre, il y a quelque chose à Moncton qui, moi, fonctionne pour moi, cette espèce de dualité-là. Moi, je vis une vie extrêmement biculturelle. Mon épouse, c'est un anglophone qui parle pas le français. Donc, à la maison, moi, avec mes enfants, je parle français. Avec elle, ou quand les enfants sont là, on parle anglais. Je vibre autant quand je regarde Letterman que je regarde Infoman. Tu sais, j'ai vraiment une vie sur le biculturel de ce côté-là. Penses-tu que tu pourrais vivre comme ça ailleurs? Ou? Je sais pas si tu peux vivre. Comme à Montréal, je pense pas qu'on peut vivre aussi facilement comme ça. C'était ça le choix. À un moment donné, pour moi, là, après Granby, il y avait vraiment un questionnement pour moi. Je dis comme, je vais-tu déménager à Montréal? J'avais une proposition de contrat de disque. Puis il y a eu vraiment un choix assez... Pour un gars de 21 ans, j'en reviens pas que j'ai pu être comme aussi conscient dans ma décision, mais je savais que si je restais en Acadie, j'aurais l'opportunité de faire plein de différentes affaires, puis que si je déménageais à Montréal, je deviendrais un auteur-compositeur-interprète, puis il fallait que ça soit ça que je fasse tout le temps, que je me concentre là-dessus. Puis j'ai vraiment comme choisi le pari c'est peut-être un peu plus difficile parfois, mais plus excitant de pouvoir travailler dans toutes sortes de domaines. C'est encore une question que j'ose dire que les artistes acadiens se posent. Toi, Granby, c'était 85, c'est ça? 85, c'était longtemps passé. Puis Granby, c'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. Là. Sure, parle-nous-en. Écoute, Granby, à ce moment-là, c'était quand même, ça avait un certain prestige, mais ça venait pas avec 50 000 pièces de prix puis de patente. Puis c'était pas aussi incrusté dans l'industrie de la musique au Québec. Il y avait quand même des gens qui venaient puis tout ça, mais pour moi, c'était une expérience de formation extraordinaire, de travailler avec Raoul Duguay, Michel Rivard, du monde que j'avais grandi. Écoute, ça, c'est du monde ça me faisait quelque chose de rencontrer ces gens-là. C'était très motivant. Puis je veux dire, moi, je suis arrivé à la musique francophone puis à l'Acadie assez tard, comme je pense, jusqu'à temps que j'ai 13 ou 14 ans, j'avais vraiment pas d'idée. Comme on n'était pas des Acadiens chez nous, là, je veux pas dire ça, mais c'était pas quelque chose qui résonnait fort dans notre famille. On s'identifiait comme Acadiens, mais la fierté acadienne, c'est pas quelque chose auquel j'avais une connexion. Puis quand j'ai eu 14 ans, je suis allé, Roger Lord m'a dit, il y a un concours de musique à Caraquette, le Canada de la chanson, tu devrais t'inscrire à ça. J'ai fait ça. Je suis allé à Caraquette, j'ai passé 2 semaines là. J'ai revenu connecté sur de la musique francophone que j'avais jamais connue, des artistes acadiens que je connaissais pas. Puis une espèce d'identité. À 14 ans, tu cherches une espèce d'identité à laquelle tu peux te rattacher. J'étais plus Pink Floyd puis Supertramp. Je suis revenu, j'étais plus comme Paul Piché puis Roland Breyer, puis j'étais comme dans une autre affaire. Ça a été quand même assez un point tournant pour moi, cette visite-là à Caraquette. Puis je suis ensuite retourné à Caraquette tous les étés, je pense, sauf peut-être 2 pendant 25 ans, dans une forme ou un autre. J'avais un rôle quelconque dans le festival acadien. Puis cette identité-là, évidemment, elle a cessé de grandir, mais comment est-ce que ça, quand tu as ramené ça à la maison, étais-tu capable de la véhiculer à tes amis, t'as des frères et sœurs? Oui, je te dirais j'ai plus trouvé des parties prenantes à Mathieu Martin. Il y avait Acadie Jeunesse à ce moment-là qui existait, qui était le précurseur de la Fédération des jeunes.
Puis il y avait d'autres gens qui s'identifiaient un peu plus à ça dans ma sphère, à Mathieu Martin. Il y avait des profs chez qui ça résonnait. Puis j'avais commencé à écrire des chansons. Je jouais dans des boîtes à chansons, des choses comme ça. C'était tout un peu connecté, là, tu sais, l'identité, le désir de peut-être être sur scène, puis partager des choses sur scène, un feed l'autre dans cette machine-là, pendant que tu sais, à cet âge-là, tu vas où tu trouves du renforcement positif. Mm-hmm. Ça fait j'avais du renforcement positif dans ces domaines-là. Tu as déjà mentionné quelques professeurs qui avaient été des bons exemples, etc. Mais si tu regardes à l'ensemble de ta carrière, y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment marqué, puis je sais que tu sais, avec Sam, tu parlais même de quelqu'un qui avait, d'un livre en particulier, tu sais. Qu'est-ce qui serait la personne, peut-être même la personnalité acadienne qui, pour toi, a fait que Jacques Gautreau est la personne qui est maintenant? Écoute, c'est vraiment dur de répondre à cette question-là parce que tout le monde je la pose. Joue un rôle différent. Tu sais, il y a des choses dans Hermé qui, moi, m'ont beaucoup affecté. La façon dont Hermé travaille dans la contrainte, tu sais, je vais écrire 12 livres avec des lettres de mon nom. Tu sais, cette notion-là de mettre des balises à la création, c'est quelque chose qui a eu un gros impact. Guy Duguay, que toi, tu n'as peut-être pas connu, mais qui est un artiste visuel. Guy était le premier artiste que j'ai rencontré qui tripait autant au niveau de la technologie que moi. Guy, comme faisait de l'art avec des Apple II computers connectés à chaque réseau. Je comprenais rien de ce qu'il me disait, sauf que je savais que c'était vraiment cool. Puis ça me donnait, moi, l'espoir que je pourrais peut-être utiliser la technologie pour dans ma espèce d'expression créative. Parce que s'il y a une chose qui est peut-être plus constante à travers tout le travail que j'ai fait, c'est ça, cette exploration, ce vouloir-là de pousser l'enveloppe au niveau technologique ou de trouver des façons d'utiliser la technologie au service de l'art. T'en parles de la technologie puis de l'art, il y a un sujet d'actualité qu'on ne peut pas passer à côté, c'est ces fameux NFT. Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas les NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, c'est une manière de vendre de l'art sur le web puis de vendre à peu près tout. Puis pour les gens qui écoutent, vous voyez pas Jacques qui est en train de shaker de la tête en ce moment. Quand est-ce que Jacques Gautreau va avoir son premier NFT? Écoute, j'ai fouillé la question. J'ai de la misère à y croire. Honnêtement, je devrais pas dire que j'ai de la misère à y croire. Je pense que l'idée de formaliser la propriété intellectuelle avec des outils numériques, c'est une bonne idée. Mm-hmm. L'idée de payer 63 millions pour un œuvre de Beeple, je suis pas sûr que ça aide à la cause. Pas sûr que, tu sais, je pense c'est comme une espèce de faux gold rush, on dirait. J'ai hâte de voir comme dans 6 mois, dans 1 an, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Est-ce que c'est plus crédible? Tout de suite, ça, it feels more like hype than truth. Mais on aurait dit ça à propos du Bitcoin il y a 10 ans, puis je veux dire, le Bitcoin, c'est une réalité maintenant, là. Ça fait, j'observe, mais je suis pas sûr que je suis là encore. En fait, dernièrement, puis je pense que j'ai vu différents projets chez Jacques Gautreau depuis le début de la pandémie. Au début de la pandémie, c'était des covers de chansons acadiennes. Dernièrement, c'est des poèmes. Pourtant, ça serait des items parfaits pour faire des NFT, ça. En effet, c'est comme je te dis, j'y ai réfléchi. Ouais. C'est comme, mais je suis la clôture dans le sens que je suis pas sûr que je veux nourrir. Je suis pas sûr que c'est quelque chose que je veux nourrir tout de suite. Ouais. Puis les 2 exemples que tu as nommés au niveau de la pandémie, c'était plus des exercices de sauvegarde de santé mentale qu'autre chose. Tu sais. C'est des muscles que je veux pas qu'ils s'atrophient. Ça fait que je me mets des espèces de balises comme ça pour me forcer à créer. Puis ma réalité aussi depuis 2 ou 3 ans, c'est que j'ai un emploi à temps plein un projet qui me motive beaucoup puis qui me prend beaucoup de mon temps puis dans lequel
j'exerce d'autres sortes de muscles créatifs, mais pas des muscles d'écriture. Ça fait ou de musique, ça fait ces deux projets-là, c'était des façons pour moi de m'assurer qu'il n'y avait pas trop d'atrophie dans ce muscle-là. Hein. Donc, c'est clairement un besoin presque inné pour toi de créer, d'écrire, de... Oui, puis c'est drôle. Hein? J'ai des amis artistes pour qui c'est un besoin inné. Puis des fois, quand ils peuvent pas créer, c'est quasiment comme si ça leur faisait mal. Mm-hmm. Moi, c'est pas cette relation-là que j'ai avec la création, dans le sens que je peux en être détaché pour une période de temps, mais c'est quasiment plus une affaire de santé mentale. Il y a vraiment un besoin de... Je peux me dire à expliquer ce que je veux dire. C'est pas un besoin c'est pas que j'ai quelque chose à dire. Tu sais, il y a des artistes, c'est comme j'ai ça au-dedans de moi puis je veux l'exprimer. Moi, ça a rarement été ça, la création pour moi. C'était un petit peu plus intellectuel que ça, en quelque part. Puis aussi un petit peu plus instinctuel. Dans le sens que, tu sais, j'écris mes poèmes le matin, je pars de n'importe quoi, puis le défi, c'est de partir de n'importe quoi, puis d'arriver 25 minutes plus tard avec quelque chose qui se tient debout, puis qui aurait peut-être un sens. Puis je suis toujours surpris comment le sens émerge de l'effort. La seconde qu'on met tu commences, tu dis, je vais faire ça, puis tu pars le Pomodoro Timer, puis tu dis, OK, j'ai fait 5 minutes. L'effort est récompensé parce que j'ai pas de meilleur mot, l'inspiration, mais on dirait que c'est le sens qui se révèle. Puis ça a été, écoute, ça va être 200 poèmes dans quelques jours. Je suis toujours émerveillé que le sens se révèle. Je m'assis très rarement avec j'ai envie de parler d'eux. Puis quand je me lève, il y a tout le temps quelque chose qui s'est dit ou une émotion qui est évoquée. Je suis toujours surpris par ce processus-là. Je me permets de revenir à la musique parce que ma génération, je me rappelle pas nécessairement une tonne du Congrès mondial acadien de 94, mais malgré tout, les méchants macros ont marqué ma vie. Ce projet-là, ça venait d'où? Écoute, les méchants macros, ça existe parce que ces 6 gars-là, les 6 originaux, puis Jean-Luc ensuite, quand il s'est rajouté, on avait juste tellement de fun ensemble que c'était une excuse pour être ensemble. Le fait que c'est devenu un succès et tout ça, c'est comme plus un hasard qu'autre chose. C'est né vraiment d'un projet où on est allé accompagner une série d'artistes. Charles puis Martin, puis Clarence Deveau, qui était le guitariste au début, c'était mes musiciens quand je faisais de la direction musicale à Radio-Canada. Donc, on avait déjà une expérience musicale forte, puis on connaissait à peu près tous les artistes acadiens parce qu'ils venaient tous à l'émission, puis on les avait tous accompagnés. Ça fait, dans une certaine logique, il y a eu une démarche, je pense, qui venait de la SNA. Je pense que c'était dans le premier règne de René Légère à la SNA. Une aventure vers la Louisiane, au Festival national de Lafayette, où ils voulaient amener une série d'artistes, puis ils ont dit, OK, pourriez-vous accompagner ces artistes-là? Puis parmi les artistes, il y avait Roland et Johnny. On a tellement eu de fun. On a tellement ri, je te jure, j'ai débarqué de l'avion, j'avais mal au ventre, tellement on avait ri, que la prochaine fois qu'on s'est vu, on s'est dit, écoute, on pourrait peut-être faire de quoi avec ça? On a tellement eu de fun, ça serait une bonne excuse. Puis, il y avait à ce moment-là les Vilains Pingouins. Ouais. So, une soirée où on avait peut-être... on s'était peut-être altéré l'esprit un petit peu. On est commencé à rire, puis il y a quelqu'un qui a dit les méchants macros, puis that was it. C'était ça que ça allait être. Puis c'est ensuite devenu quelque chose de plus important. On a eu beaucoup de plaisir, on a joué beaucoup. Moi, le gros souvenir que j'ai des méchants macros, c'est le disque de Noël. C'est celui dont les gens me parlent le plus. J'ai de la misère à croire que dans 50 gros mess de poutine râpée. Jean Gautreau, puis c'est gros mess de poutine râpée qui va arriver. Mais écoute, c'est un album qui marque le quotidien des gens. Puis je pense que quand t'es un artiste, ton plus grand rêve, c'est ça, c'est de créer quelque chose qui amène du bonheur fois après fois aux gens qui apprécient ton travail.
ça reste pour moi peut-être le clou de l'expérience Méchant Macro. Tu as aussi un album solo, c'est bien ça? Juste un album solo, ouais. Donc, même après avoir fait Granby, peut-être tu nous disais que c'était pas exactement la même chose à l'époque. L'album solo, il est quand même venu tard. Ouais, tard, oui. Parce que je veux dire, j'étais, tu sais, quand j'ai commencé le studio Staccato, c'était parce qu'il y avait un vide en Acadie. Il n'y avait pas de façon pour nous d'enregistrer puis de créer des disques ici. Puis, moi, j'ai choisi de faire un investissement puis de commencer à voir si on pouvait bâtir quelque chose. Mais j'ai passé c'est sur les 10 ans qu'on a opéré le studio, les 5 ou 6 premières années, j'étais vraiment très préoccupé par faire des disques avec d'autres mondes, avec 0 degré Celsius, avec Quigley Ensemble, avec Loup Noir, avec Surroi. On a fait quand même 2 disques de Macro aussi, des disques de Paul Duane. J'ai vraiment fait toutes sortes de musique. Parce que c'est devenu ma façon de gagner ma vie aussi pendant cette période-là. Il y avait toujours le désir pour moi, je vais trouver le temps, je vais faire un album, puis ça se faisait toujours mettre d'à côté. Puis dans le fond, j'ai juste fini par faire un album quand j'ai fermé le studio, que j'ai acheté ma maison ici sur la Bromley, puis que j'ai gardé ce que j'avais besoin pour faire mes affaires à moi. Puis c'est là que finalement, j'ai pu trouver le temps de faire l'album Spin. En termes de scène musicale en ce moment en Acadie, comment tu l'aperçois? C'est vraiment intéressant tout de suite, je trouve, ce qui se passe. C'est inspirant. Ce que je trouve qui est le fun, c'est il semble avoir une génération d'artistes qui attendent pas, justement, qui sont dans on va faire, puis le lendemain, on fera de nouveau, puis ça sera un petit peu mieux parce qu'on a fait la journée d'avant, puis à chaque fois qu'on fait, c'est mieux. Tu sais. Je pense à Matt Boudreau, que j'aime beaucoup. Tu sais, chaque fois, il me surprend avec ce qu'il fait, puis tu sens l'exploration dans ce qu'il fait. Ça fait... Tu sais, Accro de la chanson a fait un travail extraordinaire par rapport à ça. Dans la formation des jeunes de la polyvalente, mais aussi dans donner confiance, dans donner une visibilité. C'est un peu comme moi je disais tantôt à propos du gala de Caraquet. Quand quelqu'un te dit « c'est possible », quand tu vois d'autres gens de ton âge ou un petit peu plus vieux que toi qui le font, tu sais, ils disent en anglais souvent « if you don't see it, you can't be it », mais en Acadie, peut-être plus qu'ailleurs en francophonie canadienne, on a des exemples, les jeunes voient que c'est possible et osent s'aventurer de là-dedans. On a aussi de l'infrastructure, tu sais, les 2 Caroles, c'est pas négligeable l'impact que ces 2 femmes-là ont en Acadie. Carole Doucette, Carole Chouinard, pour les nommer. Carole Chouinard, il y avait pas de ça là en 1994, une structure. Tu sais, eux diront que leur structure vient de travailler 20 heures par jour, 7 jours par semaine, puis c'est vrai, mais il y avait 0 infrastructure au moment, disons, des Méchants Macro. Ça fait... Tout ça, c'est un écosystème qui fait que si tu as 17-18 ans, puis tu t'es accro de la chanson, tu peux peut-être te dire « Hey, il y a peut-être quelque chose que je peux faire avec ça. » J'ose dire que tu es un leader aussi. Tu as leadé beaucoup de projets, des directions artistiques. Je pense au CMA, je pense aux ECMAs, même un gestionnaire de projets, peut-être avec le Franco-Dôme, etc. Ça vient d'où ce vœu de diriger, de leader? Moi, j'étais à l'école de René Cormier, dans le sens que pendant longtemps, quand j'allais à Caraquet, au début, faire de la direction musicale du gala, je voyais René Cormier, Charles Pelletier, des directeurs artistiques. J'étais à cette école-là. J'étais chanceux d'être là comme participant, ensuite comme directeur musical. Donc, ça s'est fait un peu graduellement. J'ai vu ce que ça voulait dire préparer un spectacle, comment construire une feuille de route, comment tout ça. Puis ensuite, ça s'est aussi concrétisé pendant 5 ans ou 6 ans à Radio-Canada à faire de la télé. Faire de la télé, c'est une machine. Et quand tu en es témoin pendant longtemps assez, tu commences à comprendre comment mettre les blocs Lego ensemble pour faire ça. C'était un petit peu une transition un peu quasiment organique d'être
présent dans de la production télévisuelle et de suite ensuite passer, comme dans le cas des ICMA, à dire, écoute, moi, je comprends comment organiser des blocs. Je lève la main, puis voulez-vous me laisser? Puis j'ai été très chanceux d'avoir des gens qui m'ont laissé faire des affaires assez importantes quand je n'avais jamais fait comme ça avant. J'ai eu beaucoup de premières chances à faire des choses. Les ICMA en 1997 à Moncton, un show dans le Colisée, live à la télé, c'était un gros risque. Puis j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance. Puis je pense qu'une des chances que j'ai aussi, c'est d'avoir l'intelligence de bien m'entourer. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué, qui a une place spéciale dans ton cœur? Il y en a plusieurs, écoute, mais c'est drôle, hein? Celui qui souvent me revient comme celui auquel je voudrais retourner, c'est un projet qui s'appelle Page d'Amérique qu'on a fait à Caraquet sur les ruines du Vieux Couvent. Oui. C'est un projet qui n'a pas vraiment eu le succès que j'aurais escompté parce qu'il était beaucoup trop ambitieux pour son époque. Mais 10 ans plus tard, les technologies pour raconter l'histoire de la francophonie dans un espèce de contexte de marionnette virtuelle en projection grand format, maintenant les technologies sont toutes là pour faire ça. C'est un de ceux qui retourne des fois dans ma tête de même. Là. Ouais. Arrêtez le goût de le refaire ou? Dans ça, le côté storytelling que j'aimais beaucoup. L'équipe, c'est Isabelle Thériault, Monique Poirier puis Gabriel Robichaud. C'était très, très concluant comme équipe. Là, on avait vraiment une équipe de création, le fun. C'est drôle. Je pense qu'il y a bien des artistes qui auraient la même réaction de dire souvent les projets qui nous tiennent le plus à cœur, c'est pas ceux-là qui ont eu le plus de succès, c'est ceux qu'on a encore envie de peut-être si je pouvais juste ramasser de nouveau celui-là. Y a-t-il des choses qui te font peur? Tu fais tout? Peur, c'est une bonne question. Ouais. Je suis pas un gros fan des souris, mais fair enough. mais artistiquement, il n'y a pas vraiment rien qui me fait peur, je pense. Non, moi, je veux dire, je suis généralement autodidacte, dans le sens que les choses que j'ai faites à l'université, qui étaient vraiment, moi, j'ai fait un bac en cachot avec un mineur en cube, là. Ça fait... j'étais pas très assidu dans mes classes. Parce que je faisais beaucoup de musique, j'étais très impliqué dans plein d'affaires externes à ça. J'étais dans le conseil étudiant de la faculté des arts, des choses comme ça. C'est là que j'ai appris plus là. Tu parles de leadership, plus appris le leadership à l'université que la matière nécessairement scolaire. Ça fait mon métier, celui que je fais à tous les jours, c'est beaucoup plus une combinaison d'expérience puis une capacité de pouvoir aller trouver et assimiler l'information nécessaire pour faire ce que je veux faire. Tu sais, quand ça a été le temps de faire de la projection sur l'Académie Sainte-Famille à ce grand format-là, à Tragedy Story, j'ai consulté, j'ai appelé du monde, j'ai dit comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, tout est possible si tu as le courage de décider que c'est possible. Comment est-ce qu'on fait pour te convaincre d'embarquer sur un projet? Qu'est-ce que les critères faut que ça coche? C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile, d'accord. Je suis de plus en plus égoïste avec mon temps parce que j'ai des projets que je veux faire qui sont... la façon de me convaincre, I guess, tout de suite, c'est de me dire qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? On va t'entourer avec une équipe. Ben, qu'est-ce que tu as envie de faire? OK. On va parler de ça trop, mais je vais en parler. Why not? J'ai l'idée de faire une comédie musicale weird enough, sur l'aide médicale à mourir. Je suis particulièrement passionné, intéressé par
les différentes perspectives par rapport à cette réalité-là. On s'en va vers une ère où, à un moment donné, il va y avoir, j'ai oublié comment ça s'appelle, parce que je me rappelle, la singularity, parce que tu connais cette conception-là, c'est l'idée qu'on pourra à un moment donné transférer ce qu'on a dans notre esprit dans un ordinateur. Ray Kurzweil, c'est une théorie, anyway. Plus la société trouve des solutions à la maladie, plus notre longévité s'allonge, plus ces questions-là, je pense, vont devenir importantes. Puis, ils sont pas juste importantes pour la personne qui décide ça, mais c'est tout l'univers autour de cette personne-là. Je trouve qu'il y a une... Tu sais, quand on veut écrire quelque chose avec une envergure, on dit souvent « it has to have high stakes ». Puis ce que j'aime de cette thématique-là, c'est que the stakes are really high. Yeah. C'est la vie ou la mort. Mais pas à une échelle de guerre, à une échelle de moi, mes enfants, ma famille, mon conjoint, mes amis. Moi, une personne prend une décision de terminer sa vie, puis toute la difficulté, mais aussi tout le courage, toute la beauté que ça peut amener, tout le rapprochement qui peut se passer quand cette décision-là est prise. Tu sais, en méditation, on dit souvent une façon de prioriser, c'est d'imaginer que c'est la dernière journée. Tu sais, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu avais juste aujourd'hui? Il y a dans cette question-là, je pense, beaucoup de richesses. Ça fait comme un an que je lis beaucoup sur ça. Puis, il va venir un moment où ça va prendre sa place. Là. Intéressant. On parlait de peur tout à l'heure. Tu nous parles d'aide médicale à mourir. La mort te fait peur? Elle me fait pas peur, mais elle m'intrigue énormément. Qu'est-ce que ça peut représenter? Tu sais, moi, je veux dire, j'ai été élevé comme un bon catholique. Je suis pas catholique maintenant. Plus agnostique qu'autre chose. Mais quand même, je pense qu'il y a je crois quand même dans une certaine spiritualité, dans une raison d'être. Je pense que, tu sais, j'ai un ami qui a fait un documentaire sur les zones bleues, les zones où les gens vivent le plus longtemps. Mm-hmm. Puis, une des conclusions de son doc, c'était que ce qui fait vivre les gens le plus longtemps, c'est une raison d'être, c'est purpose. Tu sais, ça fait... j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de pas pouvoir me trouver une raison d'être. Je regarde mes parents vieillir, je vois cette réalité-là. Quand tu sais, mes parents jouent au bridge en ligne, c'est pas leur raison d'être, mais ça fait partie de ce qui les garde allumés, motivés, surtout en temps de pandémie, quand toutes les journées se ressemblent. Je pense que s'il y a une raison pourquoi on est ici, comme humain, c'est de se trouver une raison d'être. Puis ça, c'est pas un jugement de valeur sur qu'est-ce que cette raison d'être-là. Ta raison d'être peut être ce que tu veux, mais je pense que notre responsabilité, c'est de s'en trouver une. C'est quoi ta raison d'être? Créer, continuer à dans le sens très, très large, tu sais, de sentir que je contribue à quelque chose. Tu sais, le projet sur lequel je travaille le plus ces jours-ci, ça s'appelle l'École de l'océan. C'est vraiment un projet qui cherche à aider développer le sens critique chez les jeunes, la capacité d'enquête. Tu sais, les jeunes de 11 à 15 ans présentement, ils grandissent avec toute l'information du monde dans leur téléphone. On peut plus leur enseigner de la même façon. Il faut leur enseigner à penser. Faut de contribuer à ma manière à faire ça. Pour moi, ça, c'est facile de trouver une raison d'être, une façon de me lever le matin et dire « Hey, let's do this thing ». Ah, puis c'est clairement un projet qui est un beau, pas nécessairement un leg, mais qui est des outils exceptionnels pour la jeunesse qui l'utilise. Ouais, on se rend compte que ça a un impact, il n'y a pas de doute. Puis, tu sais, nous autres, l'équipe qui y travaille comme quand tu fais un projet comme ça, il vient un moment, puis peut-être que
moi, j'ai pas vécu ça comme parent, là, mais peut-être qu'il y a d'autres artistes qui se sentent comme ça. Mais il y a un moment donné dans le projet où tout ce que tu vois, c'est des choses qui t'énervent. Tu oublies toute la beauté puis la réussite que ça a pu avoir. Fait, moi, avec l'école de séance, je suis à cette phase-là parce qu'on est dans la réflexion du 2.0. Puis je peux plus attendre à cette heure de commencer à travailler sur 2.0 parce que tout ce que je vois dans la version 1.0, c'est les affaires qui m'énervent. Ça, j'ose dire, t'as pas peur du changement. T'es quelqu'un qui veut tout le temps avancer, puis... Non, oui, écoute, l'itération, ça dépend comment est-ce qu'est ta pratique artistique. Moi, la mienne a toujours été une affaire d'itération. Là. C'est comme, OK, j'ai fait ça cette fois ici, la prochaine fois, je veux faire ça, puis ça, c'est une affaire de construction. Je pense que c'est aussi lié au fait que beaucoup de ma pratique est connectée à la technologie. Avant, je me décrivais comme un artiste du laptop, parce que tous les outils que j'utilisais pour créer étaient dans mon laptop. Puis mon laptop, lui aussi, il est itératif. Il est devenu capable de faire plus de choses. Quand j'ai pu avoir Photoshop sur mon laptop, ça a changé ma vie. Quand j'ai pu commencer à faire de la musique sur mon laptop, ça a changé ma... Tout ça, ces itérations-là, ils se reproduisent dans ma pratique artistique. Puis qu'est-ce qui est, peut-être pour conclure, qu'est-ce qui t'excite sur ton laptop en ce moment, si c'est pas les NFT? C'est pas les NFT tout de suite. Qu'est-ce qui m'excite? Au niveau de la musique, ce qui m'excite dernièrement, c'est quelque chose qui s'appelle le MPE. Moi, j'ai grandi à jouer du piano, right? Puis quand tu joues du piano, une fois que tu as pesé la note, that's it. Le son, il est créé. J'étais toujours jaloux des violonistes ou des guitaristes qui pouvaient jouer une note, puis vibrer, puis interagir avec la note pour sa durée. Le MPE, c'est une technologie qui permet de continuer d'affecter une note avec un clavier ou un contrôleur de cette façon-là. Quand je fais de la musique dernièrement, j'expérimente beaucoup avec ça. C'est un côté comme super organique. Du côté de mon travail, je tripe beaucoup sur la réalité augmentée ces jours-ci. On en a dans l'École de l'Océan. Bon, on va en avoir pas mal plus dans les prochaines semaines et années. Depuis, nous, on est beaucoup axé sur l'accessibilité à l'École de l'Océan. Il faut que ça fonctionne dans un browser, sur un Chromebook, dans une salle de classe à 11 pouces avec la brightness à 2. Ça fait... il commence à avoir des outils pour créer de la réalité augmentée qui va fonctionner dans ce contexte-là. Puis ça m'excite, c'est le fun. Non? Il y a des... C'est cool, là. Tu sais, faire apparaître une baleine dans la salle de classe, puis à les grandeurs nature, puis des enfants peuvent marcher autour de la baleine. C'est comme un autre niveau. Tu sais, je pense que ça peut être des expériences plus transformatives. Ça fait du côté technologique, mais j'ai mon casque de réalité virtuelle assez souvent, puis je joue beaucoup aussi dans le côté réalité augmentée. Jacques, on mettra certainement le lien vers l'École de l'Océan dans le podcast. Puis aussi, en début d'émission, on parlait de ton entrevue que tu avais donnée à Sam Chiasson, à son émission à Radio-Canada, qui est une excellente continuité pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu à notre entretien aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en ai appris. André, bravo pour ton initiative. Ça fait plaisir. Puis, je crois qu'on a pu aborder des sujets que je pensais même pas aborder aujourd'hui avec toi. Merci de t'ouvrir comme ça. Ça fait plaisir. C'était You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. You ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You ce que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.